Moi, j'applaudis. Tu veux le faire à la fin, c'est pas. Tu veux dire quelque chose de spécial? Non, vas-y. Alors, la personne qui accueille aujourd'hui est un petit peu handicapée. Donc, je m'excuse de ne pas marcher jusque là-bas, ça serait encore plus difficile. Mais je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là pour écouter toutes ces personnes qui vont vous raconter des belles histoires. Parmi ces personnes qui font partie de l'atelier de formation que j'anime, en principe, j'anime en entier, sans canne. Mais si j'ai encore une canne à la rentrée, ça pourra peut-être servir. Taper dessus un peu. Hein. Donc parmi ces personnes, il y en a qui sont là depuis très longtemps. Il y en a qui sont là depuis 2010. D'autres depuis un peu moins longtemps. Et encore un peu moins longtemps. Mais vous verrez, toutes ces histoires sont merveilleuses. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est d'ouvrir vos oreilles, de fermer les portables, d'ouvrir vos oreilles, de vous asseoir confortablement, parce que quand le postérieur n'est pas assis confortablement, les oreilles n'écoutent pas bien. Voilà. La porte est ouverte. Il suffit d'entrer dans la forêt des histoires. Ce soir-là, il fait très froid dans le petit appartement des Marco-Valdo. Marco-Valdo, sa femme et ses enfants ont enfilé tous les vêtements chauds qu'ils possèdent. Ils s'approchent de plus en plus du poêle où se consume la dernière bûche. Un moment plus tard, il n'y a plus de bois, il fait très froid. Alors Marco-Valdo décide d'aller chercher un peu de bois mort dans la rue, dans les jardins publics. Alors il met du carton entre sa chemise et son veston pour se protéger du froid et il glisse une scie sous son pardessus. Et le voilà parti. Les enfants n'arrivent pas à dormir. Le petit Michele essaie de lire un livre emprunté à la bibliothèque. C'est difficile. Il tombe sur un conte où il est question d'un petit garçon comme lui, mais celui-là dans le conte, il est fils de bûcheron et il va chercher du bois dans la forêt à la sortie du village. Alors Michele a une idée. Il appelle ses frères et sœurs. « Hé, venez, moi je sais où on peut trouver du bois. Allez, on y va. » Ils préviennent la maman qui reste à la maison avec les plus petits. Et puis ils prennent un couteau, une corde, un crochet, une petite hache
Et les voilà partis. Michele, ses frères et sœurs, sont nés et ont grandi en ville. Ils n'ont jamais vu de forêt. Mais dans le conte, la forêt est à la sortie du village. Alors Michele les amène à la sortie de la ville. Là où la route, la rue, se transforme en autoroute. Chaque fois qu'une voiture passe sur l'autoroute, les phares de la voiture éclairent des arbres comme ceux à peu près qu'ils voient dans la rue ou dans les jardins publics. Mais les phares de la voiture éclairent aussi des formes étranges, avec des petits troncs très longs, et au-dessus, des formes de visage, de fromage, de pneus, même de dentifrice, enfin. Et tout ça dans un mélange, un feuillage, pas exactement, mais un mélange de lettres de l'alphabet. Les voitures passent. Les enfants sont fascinés par la lune qui se lève. Ils n'oublient pas leur mission, hein. Alors, ils choisissent un petit arbre, voilà. Ils le coupent tant bien que mal, et ils repartent chez eux. Quand Marco Vado rentre chez lui, avec quelques petits bouts de bois mort tout mouillés, il trouve toute la famille autour du poêle. Et dans le poêle se consument les restes d'un panneau publicitaire. Mais, les enfants, où est-ce que vous avez trouvé ça? Dans la forêt, papa. Mais, quelle forêt? Mais, la forêt à la sortie de la ville, papa. Eh bien, tu sais, il y en a plein des comme ça. Plus de bois, il fait toujours froid. Marco Vado ressort. On a signalé à la police qu'une bande de gamins détruisait les panneaux publicitaires à la sortie de la ville. Alors, la police envoie un agent à moto pour vérifier et faire cesser, si besoin, les dégâts. Mais l'agent à moto qu'on envoie, il n'est pas au meilleur de sa forme. C'est la nuit, il est fatigué, il fait froid, et le froid pique encore plus en moto. Et puis, cet agent-là, eh bien, il aurait bien eu besoin de lunettes. Il n'y voyait plus très bien. Mais surtout, il ne disait rien. Surtout pas. Oh, ça pourrait compromettre son avancement, sa promotion. Alors, non, il disait rien. Toujours est-il que, à la sortie de la ville, le phare de sa moto éclaire un gamin juché sur un panneau publicitaire. L'agent s'arrête. Hé, toi, là-haut, qu'est-ce que tu fais? Allez, descends tout de suite. Descends, vite. Le gamin ne bouge pas. Et en plus, le gamin lui tire la main. L'agent s'approche, regarde. Il se rend compte que c'est une publicité, une réclame, on disait à l'époque, une réclame pour un fromage avec un gamin qui se lèche les papilles. L'agent repart. Il y a des voitures qui passent.
Quelques mètres plus tard, quelques mètres plus loin, le phare de sa moto éclaire un grand panneau publicitaire qui vend des comprimés contre la migraine et qui représente un grand visage souffrant avec des mains sur les yeux. Eh bien, figurez-vous que le phare, il éclaire aussi Marco Valdo, qui est grimpé sur le panneau et qui essaie avec sa scie d'en découper un morceau. Oh, Marco Valdo, il ne bouge plus. Il se fait tout petit et il se cramponne à la scie qui est arrivée à la moitié du front. L'agent regarde, s'approche, regarde encore. Ah, je vois. Ah, mais alors ça, ça c'est bien vu, hein. Le petit bonhomme là, avec sa scie, qui représente la migraine, qui vous coupe la tête en deux. Oh ben ça alors, ça c'est bien vu, hein. L'agent regarde encore, un peu plus loin, à droite, à gauche. Il repart sur sa moto, il rentre au commissariat. Mission accomplie, chef. Rien à signaler. Il s'enferme dans la salle de bain. Il allume le néon au-dessus du miroir. Sur la tablette sont rangés à droite le rasoir, la mousse à raser, la lotion après rasage. Sur la gauche, le rouge à lèvres, le fard à paupières, le fard à joues et le mascara. Il tend la main vers la droite, saisit la mousse à raser, s'en enduit les joues. Bien sûr, il n'a pas un poil, mais qui sait, peut-être que ça aide de faire semblant. Il manie le rasoir avec précaution. La lame effleure sa peau sans la blesser. Il a bien observé son père. Après le rasage, la lotion après rasage. Oh, ça pique un peu. Il s'observe dans le miroir. Il faut essayer autre chose. Le rouge à lèvres. Comment fait maman exactement? Il passe le rouge sans déborder, comme quand il colorie un dessin. Il plisse les lèvres, les roule l'une sur l'autre, comme maman, exactement.
Sa mère l'appelle depuis la cuisine. Tu peux venir goûter. C'est prêt. J'ai autre chose à faire que la d'écouter. Un peu de mascara sur les cils. Un trait de colle sous chaque œil. Comme ça change le regard. On dirait un prince oriental. Ou alors une jolie princesse. Il se dessine au crayon une fine moustache. Puis il rajoute du fard à paupières, juste une touche. Il ne sourit pas en faisant tout cela. On sent qu'il s'applique. Il cherche dans le visage que reflète le miroir quelque chose qu'il ne trouve pas. Une cravate est accrochée au porte-manteau. Il se la noue autour du cou. Pour équilibrer, il pince à ses oreilles 2 clips dorés qu'il a trouvés dans la boîte à bijoux de sa mère. Dominique, tu te décides, oui ou non? Se décider. Pourquoi? Vraiment? Il se regarde dans le miroir. Le rouge à lèvres, la moustache, le fard à paupières, la cravate. Parfait! C'est parfait comme ça. Alors, non, il ne se décidera pas. Pas aujourd'hui. En tout cas, pas encore. Alors, un loup et un renard se promenaient de compagnie. Tous deux comme de copains. Et sur leur chemin, ils trouvent un pot de miel. Oh! La belle occasion, se dit le renard. Dis donc, loup, ce pot de miel, on va le cacher dans le buisson et nous le partagerons à notre retour. Ah oui, bien oui, renard. Et voilà, il chemine. 100 pas plus loin, le renard stoppe net. Mon Dieu, au milieu que je suis,
je dois assister à un baptême et je suis le parrain. Lou, continue. Attends-moi, je te rejoins dans 5 minutes. Le renard fait demi-tour. Il court vers le buisson. Il attrape le pot de miel et il entame. Et il revoit le loup. Alors, renard, ce baptême s'est-il bien passé? Oh oui, très bien, très bien. Et comment as-tu appelé ton filleul? Je l'ai appelé Entamé. Entamé? C'est pas un prénom ça. Si, on l'appelait Entamé. Et continue à cheminer, tu comprends? Sans pas plus loin. Le renard s'arrête net. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oublieux que je suis. Je dois assister à un nouveau baptême et donc je suis le parrain. Écoute, loup, continue ton chemin. Je te rejoins dans 10 minutes. Le loup continue et le renard fait demi-tour et trottine jusqu'au pot de miel. Et là, il en mange la moitié. Hop. Il court, et il rejoint le loup. Alors, renard, ce baptême s'est bien passé? Oh oui, loup, très bien, très bien. Et comment as-tu passé? As-tu appelé ton filleul? Mais on l'a appelé à moitié. À moitié. Oui, à moitié. Et ils reprennent leur cheminement. Sans pas plus loin. Le renard stoppe net. Oh là 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 là, oublieux Sainte Marie-Joseph, oublieux que je suis. Jamais oublié, je suis invité à un 3e baptême. Écoute-moi, loup, continue. Je te rejoins dans un petit quart d'heure. Et le renard, il trottine jusqu'au pot de miel. Et il l'achève. Avec sa patte, il cure bien le truc. Hop. Et il rejoint le loup. Hop, 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 hop. Alors, renard, ce baptême s'est-il bien passé? Oh oui, loup, très bien, très bien. Et comment as-tu appelé ton filleul? Ben, on l'a appelé Achevé. Achevé? Oui, Achevé. Nom de prénom? Ah ben, c'est ça la mode. Et alors il continue. Et là, le renard dit, dis donc, loup, je vais te laisser parce que j'ai affaire ailleurs. Mais, dis donc, loup, quand tu retourneras, que tu trouveras le pot de miel, hein, n'oublie pas de garder ma part. Merci. Draculette est dans tous ses états. Elle sort de la réunion syndicale. Et alors là, elle a reçu un choc, mais un choc. Est-ce qu'il faut que je vous dise, Draculette est syndiquée. Elle est syndiquée à la CSG. Vous connaissez? La
Confédération des sorcelleries généralistes. Et alors là, elle s'attendait pas du tout. On vient de lui dire qu'il fallait qu'elle prenne sa retraite. Elle qui se sent si jeune de cœur, et puis pas très vieille. Alors, il y avait bien la foule des jeunes dans le fond de la salle qui criait « Place aux jeunes, place aux jeunes, place aux jeunes !» Coup de Draculette, a dit la présidente, tu dois bien te rendre compte. Nous formons une promotion de jeunes sorciers et sorcières chaque année, et comme il faut un sorcier ou une sorcière par village, et que le nombre de villages n'augmente pas, il faut bien que les vieux laissent la place aux jeunes. C'est mathématique. Oh, elle ne s'attendait pas à ça, Draculette. Alors les jeunes, dans le fond de la salle, Draculette en retraite, Draculette en retraite. Bon, ben, finalement, oh, lui dit la présidente, tu sais, tu aimes bien ce que tu fais, mais quand tu seras en retraite, tous les bénévolats que tu veux, tu pourras les faire. Oui, mais il va falloir que je déménage, que je me trouve une maisonnette de retraite. Oui, et puis moi, j'aime bien les gens, j'aime bien le contact humain. Alors finalement, elle cède et puis elle accepte de prendre sa retraite. Alors elle déménage, elle se choisit une maisonnette près d'une source à l'eau réputée, près de l'allée cavalière qui mène au village pour ne pas s'occuper du genre humain. Mais elle commence à déchanter. Tout nouveau, tout beau. Bon, mais il y avait bien le déménagement, les paquets qu'il fallait faire. Mais apparemment, personne ne lui demandait son avis. Et puis, qui s'occupait d'une vieille femme courbée dans les bois, qui ramasse des graines, des fruits? Dès qu'un enfant s'approchait d'elle en souriant, il y avait toujours une mère ou une voisine qui le tirait en disant « Laisse la dame tranquille, laisse la dame tranquille. » Oh. Pourtant, elle aurait bien voulu. Elle qui aimait tant les enfants, répondre à toutes les sollicitations, mais personne ne la sollicitait. Elle était comme transparente. Et elle se sentait, ma foi, bien seule. Mais voilà qu'un jour, sur l'allée cavalière, passe un beau jeune homme. Et qu'il était beau, plus beau que tous les princes charmants, et puis surtout, plus beau, vous qui connaissez, plus beau que Georges Clooney quand il était jeune. La vieille sorcière, sans monter en elle, tout un tas d'émotions qu'elle avait ressenties, à ma foi, il y a bien longtemps. Bref, la voilà qui tombe amoureuse. Alors elle rentre chez elle, va chercher dans ses archives toutes sortes de vieux grimoires. Elle repère des recettes diverses et variées. Elle court dans les bois à la lune. Et là, elle ramasse divers ingrédients bien mystérieux qu'elle mixe, qu'elle mouline, qu'elle mélange. Bref,
Au petit matin, elle a fabriqué un plein tonneau d'élixir de rajeunissement qu'elle met en bouteille. Et le lendemain, premier essai, l'après-midi, elle avale une bouteille d'élixir de rajeunissement. Oh, qu'est-ce que c'était amer! Ça donnait mal à l'estomac. Alors elle faisait un verre d'élixir, un carré de chocolat, un verre d'élixir, un bonbon au miel, un verre d'élixir, une fraise tagada. Bref, quand elle a fini la bouteille, elle était redevenue une belle jeune fille, si jolie qu'elle aurait pu faire du cinéma et monter les marches à Cannes sous les flashs des photographes. Avec de la bave d'escargot, 2 toiles d'araignée et une recette découpée dans le petit écho de la mode des sorcières, elle se fabrique une robe simple mais très saillante qu'elle agrémente d'une fleur d'aubépine trempée dans un filtre d'amour. Et la voilà qui se pose sur un tronc d'arbre devant sa maisonnette, près de l'allée cavalière. Alors, pour ne pas avoir l'air de faire celle qui attend, elle avait pris un panier de petits pois et elle les cossait en attendant. Voilà le beau jeune homme qui paraît sur l'allée. Il avait lui aussi une fleur blanche à la boutonnière. Il salue très respectueusement. Il entame la conversation. De fil en aiguille, on se découvre des affinités. Et tout d'un coup, voilà la jeune fille si jolie qui dit « Adieu, mon bel ami, à demain !» Et vite, elle court dans sa maisonnette, s'enferme à clé. Ah ouf! Il était temps. L'élixir avait cessé d'agir. Et puis, petit à petit, jour après jour, les habitudes s'installent. C'est d'abord une bouteille d'élixir à avaler, et puis des conversations bien agréables, des affinités qui se découvrent petit à petit de plus en plus, et puis des baisers échangés, des mots d'amour, et puis vite, très vite, des adieux pressés. Jamais le jeune homme ne semblait la remarquer. Il disait « Adieu mamie, à demain ». Si bien qu'au bout d'un certain temps, le jeune homme qui s'agenouille devant la belle jeune fille et lui demande sa main. Alors, en rougissant, Draculette accepte. Et le mariage est prévu pour la semaine suivante au village voisin. Une semaine pour se préparer. Alors, ma foi, la veille, Draculette, qui avait fait le ménage à fond dans la maisonnette, prépare tout un festin de friandises pour recevoir son nouvel époux. Elle place au cellier des plateaux de ce qu'elle avait préparé. Et elle se souvient de ce que sa mère lui disait. « Ma fille, pour garder un homme en ta chaumière, deviens bonne cuisinière et puis surtout excellente pâtissière. » Bref, la voilà qui se prépare pour la cérémonie. Alors là, elle ne lésine pas.
c'est 3 bouteilles d'élixir qu'elle avale d'un coup. Et ils se rendent au village. Entre deux témoins trouvés sur place, le mariage a lieu rapidement, puis rapidement, les nouveaux époux rentrent à la maisonnette. Draculette fait asseoir son époux, lui verse une tisane au parfum suave et s'en va dans le cellier chercher les plateaux de friandises. Voilà, quand elle franchit la porte avec les plateaux à la main, elle est redevenue une vieille sorcière, au nez crochu, aux dents jaunes et à la peau fripée, comme du papier froissé. Le jeune marié la regarde, la détaille de la tête aux pieds, des pieds à la tête, à droite, à gauche. Que va-t-il faire? Il peut s'enfuir d'horreur, se mettre en colère, trouver que c'est exagéré. Puis tout d'un coup, le beau jeune homme lui dit: « Ah ah, Draculette, ma coquine, ton élixir de rajeunissement ne vaut pas grand-chose, mais rassure-toi, le mien non plus. » Et il redevient un vieux sorcier, au nez crochu, aux dents jaunes et à la peau fripée. Et c'est dans un grand éclat de rire que les nouveaux mariés partent de concert sur le chemin de la vie. Un matin, dans son palais, le calife voit arriver son vizir dans un état de grande agitation. « Pourquoi es-tu si inquiet, mon cher vizir ?»« Calife, permettez-moi de quitter la ville, aujourd'hui même. Maintenant, tout de suite. » « Mais pourquoi ? Ce matin, en venant ici, en traversant le marché, je me suis sentie heurtée à l'épaule. Je me suis retournée et là j'ai vu la mort. Elle m'a regardée fixement. Mort. Oui, c'était elle, grande, maigre, toute vêtue de noir. Elle m'a fixée d'un air menaçant. Elle me cherche, j'en suis sûre. Si je pars maintenant avec un bon cheval, je peux être à Samarcande dès ce soir. Mort, mais tu es sûr de ce que tu dis? Qui? Je l'ai vu comme je vous vois, là, devant moi. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Le calife accepte de laisser partir son vizir. L'homme court jusqu'à chez lui, prend son meilleur cheval, et quelques minutes après, il quitte la ville
au galop en direction de Samarcande. Le calife est un peu perplexe. Il décide d'aller voir lui-même ce qui se passe dans sa ville. Pour cela, il se déguise en mendiant pour passer incognito. Il arrive au marché. Il ne tarde pas à apercevoir une silhouette grande, toute vêtue de noir, maigre, qui se faufile dans la foule discrète. Il l'observe. Elle effleure le dos d'un commerçant en train de préparer son étalage. Elle frôle le bras d'une femme chargée de notes. Elle évite un enfant qui se dirige vers elle en courant. Elle reconnaît le calife. Elle s'incline vers lui, respectueusement. Le calife s'approche d'elle. Il faut que je te pose une question. Je t'écoute, calife. Ce matin, tu as croisé mon vizir, un homme jeune, en bonne santé. Pourquoi l'as-tu regardé d'un air menaçant? Pourquoi l'as-tu effrayé comme ça? Moi? J'ai effrayé ton vizir, mais je ne voulais pas l'effrayer. J'étais juste étonnée. Quand je l'ai reconnu, il a dû prendre mon étonnement pour une menace. Pourquoi me parles-tu de ton étonnement? Eh bien oui, j'étais étonnée de le rencontrer ici, dans cette ville, ce matin. J'ai rendez-vous avec lui, oui, mais ce soir, à Samarcande. Mon histoire, je vais vous dire quelques mots sur le contexte. Alors voilà. Au début, c'était le chaos. Alors Dieu, voyant ça, se dit ça va pas. Je vais ranger tout ça. Les 3 premiers jours, il crée le ciel, la mer, la terre. Dans le ciel, il range la lune, le soleil, toutes les étoiles. Il y met quelques nuages et puis il met un peu de vent. Dans la mer, il met surtout des vagues. Sur terre, il construit quelques montagnes, des ravins, toutes sortes de dénivelés de différentes sortes. Le 4e jour, il crée la végétation, tout ce qui est à base de chlorophylle. Il crée des arbres, des fleurs, toutes sortes d'herbes. Le 5e jour, il crée les animaux. Alors là, il s'amuse bien.
Il y en a des grands, des petits, des rapides, des lents. Il y en a des avec de la fourrure, d'autres avec des écailles, d'autres avec des plumes, des qui volent, des qui courent, d'autres qui nagent. Enfin, vraiment, la totale. Le 6e jour, et c'est là que va commencer l'histoire, enfin, le 6e jour, il crée l'homme. Et comme Dieu devait être un peu fatigué, peut-être, il était tout petit, tout faible, tout nu, cet homme. Il l'appelle Adam et avec une sorte de sens de l'humour bizarre, il dit, ben voilà, c'est le maître de l'univers. Alors voilà Adam qui se promène dans ce grand monde peuplé de tous ces animaux. Et il a froid. Il a peur parfois. Il ne connaît pas ces bêtes. Mon Créateur, s'il te plaît, mon Créateur, donne-moi un compagnon. J'ai tellement peur ici tout seul. Et puis, j'ai pas toutes les possibilités que tu as données à ces animaux. Je n'ai pas de fourrure quand j'ai froid. Je ne peux pas m'envoler si j'ai peur. Je peux même pas sauter comme cette grenouille. Alors s'il te plaît, donne-moi un compagnon. Tu as raison, tu as raison. Et Dieu crée la femme. Elle est en tout point pareille à Adam. Ils sont comme deux gouttes d'eau. Sauf que Adam, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un de un peu timide. Et il est très obéissant. Alors qu'Ève, c'est tout le contraire. Elle aime bien s'amuser. Et puis, elle en fait vraiment qu'à sa tête. Alors quand Dieu leur explique, vous voyez cet arbre-là, là au milieu du verger, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Vous pouvez manger de tous les fruits que vous voulez, mais pas ceux-là. Adam, évidemment. Oui, Seigneur, bien sûr. Je ferai comme tu dis. Ève dit, mais... Et on peut savoir pourquoi. Parce que je l'ai dit, Ève. Quoi ? Se calme. Évidemment, depuis ce moment-là, Ève ne pense qu'à ça. Elle regarde l'arbre, elle tourne autour. Adam, allez, juste une pour voir. Mais si, s'il te plaît, Adam, elles ont l'air tellement bonnes, elles ont l'air meilleures que tous les autres fruits qu'on a goûtés. S'il te plaît. Non, mais Ève, ça va pas.
Tu sais bien qu'on nous a interdit de faire ça. Alors Ève n'en parle plus. Et le temps passe. Le temps passe. Le temps passe, mais pas l'envie. Un matin, Ève, elle regarde et elle voit qu'Adam n'est pas là. Elle court jusqu'au pommier, attrape une pomme, et là, les nuages s'écartent. Le tonnerre éclate, des éclairs sont partout dans le ciel. Et Dieu lui dit, mais Ève, qu'est-ce que je vous avais dit? Oh bah. Ève, fais pas comme si tu n'avais rien fait. Tu as encore la pomme dans la main. Et il lui prend la pomme des mains. Je vais te punir pour m'avoir désobéi comme ça. Il coupe la pomme en deux moitiés égales. Il prend ces deux moitiés et il les plaque sur le torse d'Ève. Adam, qui a entendu tout ce vacarme, revient. Et là, il voit les nouvelles rondeurs sur le torse d'Ève. Et là, il en a le souffle coupé. On peut s'imaginer le loup dans les dessins animés de Tex Avery, les yeux qui sortent comme ça. Ah. Et lui qui n'aurait jamais touché à une pomme du pommier, le voilà qui s'approche d'elle et il pose ses deux mains sur ses seins. Ève pose ses mains sur celle d'Adam et pour la toute première fois, ils font l'amour. Alors je sais qu'on dit souvent que Adam et Ève ont été chassés du paradis pour avoir goûté aux fruits interdits. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Adam et Ève ont inventé le paradis. Et depuis, chaque fois que nous goûtons nous aussi aux fruits défendus, nous y avons accès aussi.
Alors, ça, c'est ouais. Gudule, Isabelle. C'était une histoire de Italo Calvino. Et Claude. Bernard Friot. Voilà. Il ou elle. Et également de Bernard Friot, La sorcière. Je ne sais rien. Anonyme. Un auteur gascon sur 20. L'auteur gascon. Voilà. Et puis, sa marquante, c'est Jean-Claude Carrière, mais en fait, c'est universel. Voilà. Merci, cher public, d'être toujours aussi attentif et parfait. C'est facile, hein, mais bravo. Voilà. Deux choses. Je vais faire circuler un chapeau pour la Serma. Et aussi, si vous avez envie de rester après, on a des petites choses à grignoter et des petites boissons. Si vous voulez partager un moment de convivialité, vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci à vous.